On y va? On y va. Allez, c'est 18h. Bon, donc c'est moi qui parle, alors c'est ça? Ah oui. Ce soir, c'est toi l'animateur. Non, c'est moi qui parle. Alors, bon, mais bonjour à tous et à toutes. J'ai pris la fonction d'animateur. Donc, bienvenue au Crêpes de Montpellier sur un webinaire ou un live. On a changé le nom parce qu'on trouve que ce n'est plutôt sur des temps d'échange et de débat que sur un contenu qui est dispensé. Et donc ce live des Memento va porter sur la légitimité de l'entraîneur tout au long de sa carrière. Donc, autour de la table, nous avons pas le monde, ils vont se présenter, mais avant ça, quand même, les règles de fonctionnement autour de ce live. Donc, première chose, évidemment, on vous invite à allumer vos caméras, parce que c'est sympa, on voit, on monte un écran, on voit tout le monde. On vous invite, par contre, à couper vos micros. Et être assez rigoureux là-dessus pour éviter les problématiques de nuisance sonore pendant que les gens discutent. Si vous avez des questions, et on va essayer de faire un effort particulier pour vous donner la parole et pouvoir échanger avec vous, par contre, le choix qui a été fait par l'équipe, c'est de passer par le chat. Et donc, c'est Julie Jean qui est en face de moi qui s'occupera de relayer les questions et de les relayer au moment opportun. Donc, c'est plutôt dans l'idée de poser des questions aux intervenants sur des cas particuliers. Je crois que c'est tout au niveau du cadre des règles du jeu. Là, ce qu'on vous propose, alors, sur le programme, avant la présentation, le programme, donc, ça fait 3 semaines que je entends parler de légitimité, ou un mois maintenant. Donc, finalement, mardi, ce qui a été décidé, c'était d'organiser 3 temps particuliers. Un premier sur la définition la définition ou la conception ou la façon de voir ou les différentes facettes de la légitimité de l'entraîneur au cours de sa carrière, etc. Donc ça, on va y passer, on va essayer de tenir les timings une vingtaine de minutes. Le deuxième temps sera sur les questions de légitimité et d'illégitimité tout au long de la carrière et donc comment on passe de l'un à l'autre finalement au fil de la carrière ou de la vie d'entraîneur, parce que là on parle de carrière, mais pour les gens qui sont entraîneurs bénévoles. Et puis enfin, un temps autour de comment aider les entraîneurs à vivre ces différents moments et qu'est-ce qui est proposé et mis en place tout au long dans différents dispositifs. Chaque temps, en fait, sera partagé est organisé avec 3 temps particuliers. Donc, en fait, Pierre a eu la grande idée qui nous a posé des problèmes techniques pour finir, d'interviewer Florian Rousseau, qui est un ancien sportif de haut niveau, de renom en cyclisme sur piste et qui a été entraîneur, puis aujourd'hui qui est en charge de la programmation ou de la planification, enfin je ne sais pas trop, mais autour de Paris 2024 à la Fédé de cyclisme. Nous présenterons peut-être un peu mieux après. Donc à chaque fois, une petite réaction de Florian. Et ensuite, les débats, parce qu'en fait, ils adorent débattre. Donc, les discussions qu'ils peuvent avoir autour de la question posée ou de la thématique. Et enfin, on répondra à vos questions. Donc, chaque temps est organisé de cette façon-là. Alors après, nous avons 2 intervenants en visio, enfin, qui sont pas présents au Club de Montpellier. On va peut-être commencer par les laisser se présenter, non? Ou comme vous voulez. Donc, on a d'un côté Eric Aigretot, qui est au Japon actuellement. Donc, je ne sais pas si c'est le matin, le soir, enfin, mais c'est pas la même heure. C'est la nuit. Voilà, et nous avons Jean-Jacques Dubois, qui est entraîneur de voile et qui travaille à l'École nationale de voile des sports nautiques qui est basée à Quiberon. Voilà. Ah oui, ce qu'il fallait, on excuse notre cher directeur François Beauchard, qui soutient quand même cette démarche de la part de l'équipe des Memento, parce qu'il est à Paris sur une réunion ministérielle avec la ministre, je ne sais pas quoi. Voilà, en tout cas, il aime bien participer à ces temps-là et donc on l'excuse pour son absence. Voilà. Eric ou Jean-Jacques, si vous voulez commencer par dire qui vous êtes. Jean-Jacques. Bon. Oui. Donc, Jean-Jacques Dubois,
Je travaille à l'ENV depuis 1997. Je suis arrivé à l'ENV après 2 Olympiades, celle de Barcelone et d'Atlanta, avec à Barcelone la victoire d'un planchiste que j'encadrais. Et avant de me retrouver entraîneur national de planche, j'ai travaillé comme entraîneur au sein de la section sport-études à Brest pendant 4 années. Et le début de ma carrière d'entraîneur, je l'ai fait en tant qu'entraîneur-coureur, c'est-à-dire que je n'avais pas nécessairement, avec la section sport-études, les moyens d'encadrer directement les coureurs. Donc, on faisait quasiment un entraînement sur 3 à partir de ma planche. Et donc, ça a bien fonctionné vu qu'il y a eu de bons résultats sur la section sport-études. Et c'est un peu grâce à ce qui s'est passé à ce moment-là que, à la suite des Jeux de Séoul, je me suis retrouvé entraîneur national. Donc voilà, j'arrête là. Jean-Jacques, Ouais. petite présentation juste pour ceux qu'on te situe. Après, tout ça, toute ton expérience, on est preneur, mais on y reviendra peut-être après. Juste, voilà, qui tu es, tu es un entraîneur qui est passé là-dessus sur plusieurs sports. Et j'entraîne quasiment plus. Et j'entraîne quasiment plus depuis Rio. J'ai fait, j'ai un peu travaillé en entraînement en 2017-2018 et depuis 2018, je n'ai pas de charge de groupe fixe, quoi. Voilà. Ça va? Parfait. Merci Jean-Jacques et bienvenue. Eric? Alors, Eric Grotto, moi donc, je suis basé au Japon, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis actuellement entraîneur des juniors de l'équipe nationale junior. Donc, je suis arrivé au Japon en 2018 et auparavant, j'ai fait quelques années à la Fédération française de tir en tant qu'entraîneur national sur à peu près tous les échelons, de cadet jusqu'à senior dame. Voilà, rapidement. Merci. Et puis maintenant, à vous de jouer, de vous présenter, chers amis. Donc, moi, je suis Philippe Salas, de formation psychologue, clinicien spécialisé dans le champ du sport. J'ai également un doctorat en psychopathologie. Et depuis bientôt 25 ans, je coordonne le suivi psychologique des sportifs du CREPS avec une autre psy, Séverine Mosson. Donc, sur l'ensemble des pôles, donc c'est le suivi des sportifs et également le suivi des entraîneurs. Et en dehors de mon travail au CREPS, j'ai un cabinet où j'accompagne un certain nombre de sportifs du sport finalement, autant des sports co que des sports individuels. Et puis également plusieurs expériences avec des équipes de France. Voilà. Merci. Lassane Benhamida, moi je suis conseiller technique à la Fédération de baseball et softball depuis 2015, ancien sportif de haut niveau. Moi j'ai entraîné en club depuis l'âge de mes 16 ans, peut-être 17 ans. J'entraînais déjà les petites catégories, 9 ans, 12 ans, etc. Pendant une quinzaine d'années et jusqu'à passer pour sport de sport et ensuite être entraîneur national toutes les catégories pratiquement 12U, 15U, 18U et puis maintenant je suis entraîneur national pour l'équipe féminine de baseball. Voilà, avec différentes compétitions internationales. Bien. Pierre Salamé, je suis retraité de la fonction publique, j'étais au CREPS au haut niveau. Et dans une vie antérieure, j'étais pagayeur de haut niveau, c'est il y a très longtemps. Et ensuite, pendant 20 ans, j'ai été entraîneur national olympique. J'entraînais les équipes de France de slalom. C'est ce qui se passe sur les rivières avec les perches qui sont suspendues. Donc, j'ai coaché au cours de multiples championnats du monde et puis aussi de Jeux olympiques. Et depuis 2000, je travaille au CREPS, mais en même temps, j'accompagnais des entraîneurs et des staffs d'équipe jusqu'à maintenant. Donc, je suis encore bien branché sur le haut niveau. Bonjour, donc, je m'appelle Clara Sanchez, je suis conseillère haut niveau maintenant sur le CREPS de Montpellier.
Auparavant, donc, j'ai été athlète de haut niveau en cyclisme sur piste et puis entraîneur national aussi en cyclisme sur piste donc, pendant 6 ans à la Fédération française de cyclisme. Louis Lacoste, je suis prof de sport depuis une dizaine d'années. Donc le sport de haut niveau et l'entraînement, j'ai commencé très tôt, comme la Seine, à 18 ans, à entraîner d'abord une dizaine d'années dans les clubs, en parallèle de ma carrière de sportif de haut niveau qui a une quinzaine d'années. Ensuite, ma discipline d'origine qui est le karaté, je suis passé d'abord à l'étape régionale, entraîneur régional en Aquitaine. Ensuite, entraîneur chez les jeunes, alors en pôle, et puis en équipe de France. Entraîneur chez les seniors également, pôle et équipe de France. Et puis, directeur du haut niveau des équipes de France et du centre national également à Montpellier. Avant de basculer dans une autre fédération, la Fédé Taekwondo en 2015, au poste de directeur de haut niveau des équipes de France et puis directeur de la perf sur la fin de parcours. Et je suis donc après Tokyo, depuis l'arc de Tokyo, je suis aujourd'hui chargé de mission et conseiller auprès du président de la fédération de taekwondo et du DT aussi. Oh merde! Ah. Je connais. Michel, oh. Donc pour enchaîner, Julie Jean, psychologue du sport, et j'accompagne les sportifs et les entraîneurs depuis 25 ans. Et donc, moi, je suis Olivier Lerouge, je suis prof au CREPS de Montpellier depuis 1 an et demi, 2 ans. 2 ans maintenant, et je suis en charge du pôle numérique et j'ai une sensibilité sur l'entraînement. Je passais pas mal de temps avec Jean-Jacques et voilà, et donc je suis accueilli au sein de cette équipe pour travailler, voilà, et puis pour organiser ce genre d'événements. Et puis dans l'ombre, vous ne la voyez pas, mais il y a Tiffaine Ventre aussi qui est là, qui est ma collègue en charge du pôle numérique également et qui est au platine, là, qui gère la réalisation. Voilà. C'est parti. Donc, on va attaquer sur la première thématique. Donc, les questions de. Donc, on va écouter Florian Rousseau. Vous réagirez. Ouais, bonjour Florian, merci de nous consacrer un petit moment pour parler de la légitimité en tant que jeune entraîneur. Et tout de suite, ça a résonné en toi et je voudrais savoir qu'est-ce qui résonne en toi quand on parle de cette légitimité. Bonjour Pierre. La légitimité, c'est pas facile de la définir en fait dans notre environnement du sport. La légitimité passe par, il me semble, c'est mon point de vue avec beaucoup d'humilité, par quelqu'un qui a déjà fait. Par le sport, quelqu'un qui a déjà fait est une bonne porte d'entrée. Alors déjà fait, moi, mon palmarès m'a aidé, mais ça ne fait pas tout après, notamment dans la prise de fonction à devenir entraîneur. Bien sûr que ce n'est pas parce qu'on a été athlète qu'on est un entraîneur et qu'on sait. On a besoin notamment d'avoir cette capacité à analyser, prendre du recul. Et puis moi, il m'a fallu un certain temps, notamment lorsque j'ai basculé d'athlète à entraîneur, je n'avais jamais entraîné. Et j'ai été en responsabilité tout de suite du pôle France à l'INSEP et entraîneur de l'équipe de France, où je succédais à un très grand entraîneur qui était Gérard Quintin. Donc, j'ai eu un cursus classique de prof de sport où j'ai été accompagné à l'INSEP. L'INSEP, ça a été une plus-value dans mon cursus de formation parce qu'en dehors des formations, on rencontre beaucoup de coachs. Voilà, donc ça nourrit, on apprend. Et la légitimité, bien évidemment, donc mon palmarès ou d'avoir fait en tout cas ce sport, cette activité, cette spécialité m'a fait gagner du temps. Ensuite, je n'avais jamais entraîné et j'ai eu la chance d'être accompagné, d'avoir un tutorat, du compagnonnage, c'est souvent les mots qu'on utilise, mais ça a vraiment été ça, avec Gérard Quintin qui a été mon entraîneur tout au long de ma carrière. Je n'avais pas l'expérience, en tout cas, qui m'a transmis, partagé son expérience et quelque part fait gagner du temps parce que l'expérience, on se la fait soi-même par les réussites ou des échecs, des doutes, des questionnements, des réflexions. Et en tout cas, ce temps, cette année que j'ai passé avec Gérard Quintin m'a apporté de la sérénité dans les moments de doute. Lorsqu'on est entraîneur, on a des moments aussi d'interrogation, de doute.
on se pose des questions. Parfois, on n'a pas de certitude. Il ne faut pas avoir de certitude, mais en tout cas, de se questionner et on ne sait jamais si ce qu'on a planifié va marcher. Alors, on a de fortes convictions, mais ce qui valide toujours quand même, surtout dans ces sports-là, il y a des chronos et puis, bien sûr, les compétitions, les résultats. Donc, il m'a fallu à peu près 2-3 ans pour m'émanciper de ce que j'avais appris avec Gérard Quintin et avoir mon identité, ma signature. Et sur la deuxième Olympiade, j'ai fait 2 Olympiades en tant qu'entraîneur national. Donc, la deuxième Olympiade a été un peu plus confortable parce que c'était vraiment ce qui partait de moi. Bon. Merci Florian. Alors voilà, pour lancer les débats, finalement, là, peu importe qui prend la parole, mais qu'est-ce que ça vous évoque, ces propos autour de la question de légitimité? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en retenez? Avec quoi vous êtes d'accord, pas d'accord? Bref, c'est ouvert. Alors, soit Eric, soit Jean-Jacques, soit les gens autour de la table. Oui, après, c'est vrai que moi, je connaissais Florian justement dans ces périodes-là. On a un peu discuté. J'étais athlète et je ne faisais pas partie de son groupe d'entraînement, mais il était entraîneur des équipes de foot. Donc, il n'était pas forcément légitime auprès de tous les pôles, en fait. Et notamment du pôle opposé, on va dire, à l'INSEP, qui était le pôle de hier. Et je pense qu'il a, les 2-3 ans de mise en place, effectivement, on l'a senti. Et au contraire, je pense qu'on a plutôt mené la vie dure, nous, hier, sur le début de sa carrière. Donc, il a peut-être appris aussi plus vite comme ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été des moments où on a essayé de le faire douter, mais on l'a mis en difficulté, clairement. Parce que notre entraîneur n'était pas présent de nous sur les compétitions. On estimait que pourquoi c'était plutôt Florian Rousseau, parce que justement il avait un palmarès, ce n'est pas notre entraîneur à nous, mais qui avait eu lui tous les échelons précédents d'entraîneur des juniors, puis des espoirs et enfin des élites. Donc pour nous, il était plus légitime d'avoir fait ce passage-là en tant qu'entraîneur plutôt qu'un ancien sportif qui arrivait directement en équipe de France. Donc du coup, il n'était pas forcément si légitime que ça, même en tant qu'ancien sportif de haut niveau et médaillé olympique. Je suppose que le sentiment de légitimité qu'il pouvait avoir lui par rapport à ses titres, vous ne le ressentiez pas de cette manière-là? Je dirais même le contraire, en fait. Je disais, parce qu'il a été sportif de haut niveau, sportif de haut niveau, mais surtout médaillé olympique et champion olympique. C'est quand même le gros palmarès du cyclisme sur piste, Florian. Finalement, on lui offre plus de passe droit finalement qu'un entraîneur qui, lui, a fait ses armes, en fait, finalement. Je pense que c'est même le contraire. Ça a créé de l'illégitimité. Finalement, pour nous, oui. Mais comme j'échange avec vous, il avait par contre de la légitimité quand il coachait en compétition. On arrivait à comprendre, on était quand même des athlètes de haut niveau, donc on savait aussi prendre le meilleur de chacun. Et dans le coaching, par contre, en compétition, il se démarquait clairement même de Gérard Quintin. C'était pour moi, en tout cas, meilleur que son entraîneur. Et là, il se démarquait, par contre, et c'est en ça que là, il a créé de la légitimité, en tout cas auprès de moi. Ouais. La question de la légitimité, Jean-Jacques, je vous ai encore envie de… Ouais, j'aime bien la fin du propos parce que on peut être légitime pour un et pas légitime pour l'autre. Et les personnes, on parle de sport de haut niveau et de réussite. En réalité, la légitimité, c'est quand même quelque chose de fluctuant dans le temps. Et c'est vrai que j'aimais bien de dire, oui, pour moi, il a été légitime, pas nécessairement pour la personne d'à côté, quoi. C'est ça, je voulais réagir là-dessus. Après, la légitimité, moi, j'aimais bien le propos on a déjà fait, quoi. Le propos de Florian au départ.
ça pose, en tout cas, si on part sur cette définition-là en disant c'est quoi la légitimité, c'est vrai que c'est vrai que moi, quand j'arrive entraîneur national, c'est que j'ai fait autre chose avant, que les personnes qui font partie de l'équipe à ce moment-là avaient envie de bosser avec moi. Et c'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus simples. Et par contre, contrairement à Florian, j'ai eu une première Olympiade plus simple, je ne sais pas, plus simple, mais en tout cas où j'ai vraiment réussi à mettre ce que je voulais en place, alors que la deuxième Olympiade, alors que j'aurais dû être plus légitime, vu que j'avais obtenu avec un coureur une médaille d'or, ça par contre était beaucoup plus compliqué, pour d'autres raisons. Après, au travers d'exemples, etc. Mais sur quoi elle se base finalement cette question de légitimité? On est légitime, il y a différents aspects. On est légitime pour les uns et pas pour les autres. Là, c'est un peu l'exemple qui était abordé. Mais on peut être. Là, tu parlais aussi qu'il était légitime sur les moments des compétitions importantes. Enfin, il était extrêmement légitime. Par contre, il n'était pas très légitime dans la préparation. Enfin, quels sont les différents éléments qui caractérisent cette légitimité finalement de l'entraîneur? Est-ce qu'on est légitime sur tout ou sur des parties? En fait, c'est une sorte de faire ses preuves, souvent qui est liée à cette légitimité. Donc, quand on a fait quelque chose avant, effectivement, on a prouvé qu'on était par rapport à un niveau, par rapport à des résultats. Mais souvent, on se retrouve projeté comme entraîneur sans avoir fait ses preuves. Et moi, je voudrais évoquer un souvenir que j'ai, la problématique que j'ai avec la légitimité, c'était, je me revois encore sur la rive gauche, sur la rivière artificielle de Vichy. J'étais en face 5 athlètes qui étaient échauffés, qui attendaient ma première consigne. En face d'eux, il y avait Pierre Salamé, 18 ans, qui venait de passer l'initiateur. Et le CTR l'avait embauché pour donner un coup de main à son stage. Et donc, j'étais junior encore l'année avant. J'avais des juniors en face de moi, des cadets, les meilleurs de la ligue. Et au moment de commencer, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as le droit d'être là? Et qu'est-ce qui justifie que tu vas les coacher? Est-ce que tu vas correspondre à leurs attentes? Est-ce que le CTA va être satisfait? En fait, il y a plein de choses qui sont arrivées là dans ma tête. Et je pense que la légitimité, là, je me la suis imaginée pas au niveau. Alors bon, rassurez-vous, ça a évolué quand même, mais ce moment-là, c'est un moment qui est la solitude, la projection qu'on se fait, parce que c'est que des projections, et c'est pas très c'est pas très agréable à vivre dans ce moment-là. En même temps, si tu te retrouves à ce poste et que les gens considèrent que tu es légitime, non? Oui, mais ça, tu penses pas. Le CTR, sûrement qu'il avait saisi au cours du stage initiateur qu'il y avait quelque chose, sûrement. Mais toi, tu dis bon, et puis au moment où les gars, ils sont là et puis ils attendent ta première consigne. Bon, ça secoue un peu, même s'il t'a choisi, mais tu n'es pas encore conscient de tout ça, quoi. Donc, même au plus bas niveau, je ne parle pas on verra plus tard, hein, et bon, il y a des gens qui ont entraîné des champions olympiques, etc. Mais là, le plus bas niveau, on peut se poser des problèmes de légitimité. Pour un petit initiateur que j'étais, voilà, il se pose aussi ce problème de légitimité. Est-ce que je fais bien d'être là? Est-ce que je mérite d'être là? Toi, Louis, ça évoque quoi chez toi? La légitimité? Ce qui est faux, alors du coup, je réponds à Pierre, certains ont cru, ou en tout cas ont trouvé que tu avais la légitimité à être là. Et je crois que ça démarre finalement par là, quand j'écoute un petit peu et que je me remémore le parcours, ne serait-ce que pour j'étais entraîneur régional et puis on me propose au dernier moment, évidemment 2 mois avant que la saison commence, d'entraîner le pôle espoir, donc les jeunes à Bordeaux, dans une discipline de karaté où les pôles n'existent. Enfin, il y en a un, il est à l'INSEP, mais on n'a pas du tout la culture des pôles, déjà un. Et donc, la direction technique, certainement, me trouve légitime au regard de ce que j'ai fait dans la région. Mais moi, je me posais la question moi-même, est-ce que moi, je suis légitime à être à ce poste-là? D'autant que
de l'autre côté, comme c'est l'épaule ouvrée, et puis ça allait aussi avec le poste d'entraîneur national jeune, ben, du coup, pour certains, je n'étais pas légitime, c'est-à-dire tous ceux qui voulaient ce poste-là ou qui auraient imaginé vouloir ce poste-là. Donc, j'étais pris entre la légitimité d'une direction technique, enfin, qui trouvait une légitimité, de l'autre côté, des gens qui voulaient ce poste qui ne me trouvaient pas légitime à cause de la culture, parce que dans le milieu, on est entraîneur national des jeunes ou des seniors parce qu'on a été un ancien champion, un peu ce que disait Florian tout à l'heure, chose que je n'ai pas été, j'ai été un bon compétiteur, mais pas un grand champion. Et donc, moi, je me retrouvais là au milieu, me demander, moi, est-ce que je suis légitime et du coup, est-ce que je suis à ma juste place? Et j'ai démarré dans ma fonction comme ça. Donc, l'histoire de légitimité, finalement, elle est perçue, elle est assez complexe, elle vient de l'extérieur. Certains y croient, d'autres non. Et nous, au milieu, on est là, tirailler un petit peu et voilà, mais bon, il faut se jeter à l'eau aussi un petit peu et puis elle se construit de toute façon aussi avec les résultats parce que je pense que Pierre, si tu as été appelé aussi à ce moment-là, c'est peut-être que certains ont vu des choses que toi, tu n'imaginais pas évidemment à cet âge-là. Et moi, pareil, en début d'entraîneur, est-ce qu'on est capable de, tant qu'on ne l'a pas encore fait, Florian disait tout à l'heure, on est légitime quand on l'a déjà fait. Mais déjà fait quoi? Lui, c'est sûr, il avait déjà acquis ou obtenu des titres olympiques, mais il n'avait jamais certainement entraîné d'équipe, a priori, dans ce que j'entends et ce que je connais de lui. Donc là, on parle bien de la difficulté d'entraîneur et être un athlète ou même champion, ça donne pas non plus la capacité automatique, en tout cas, à être entraîneur. Ouais, t'as envie de... Ouais, moi, ce que ça me fait penser quand j'écoute tout le monde, à tous les entraîneurs, c'est la dimension imaginaire de ce qu'est la légitimité, que ce soit aux yeux des sportifs ou que ce soit aux yeux de l'entraîneur. Qui est légitime ou qui ne l'est pas, ben, on peut se le penser être légitime et puis finalement ne pas l'être, indépendamment de ce qu'on a gagné ou pas. Et en effet, c'est vraiment de la projection, voire du fantasme, dont certains entraîneurs ont bien compris ça. Je pense à Gérard Houllier qui parlait de la part du prestige de l'entraîneur, qui s'en servait quand il arrivait dans un nouvel endroit. Il se servait de ce que les gens allaient projeter sur lui en positif, puisqu'il avait gagné des titres, pour faire des choses à des gens que notre entraîneur, qui n'aurait pas eu son palmarès, n'aurait pas pu faire. Et je pense, j'ai déjà entendu moi des sportifs me dire, en effet, lui, il n'a rien gagné, il n'est pas légitime. À l'inverse, lui, il a gagné, il est légitime. Cela étant, cette projection, cet imaginaire, ça tient qu'un temps. Puisqu'il arrive un moment où, quand la réalité sort les sportifs de ce qu'ils ont imaginé de l'entraîneur, quand ça prend le dessus, et tout ce qu'on s'imagine, en général, on imagine ce qui nous arrange bien. On n'imagine pas ce qui ne nous arrange pas. Donc, par contre, la réalité, elle nous cogne à ce qui se passe, à ce qui est. Et quand on se cogne à cette réalité, forcément, c'est fini la noce avec l'entraîneur, là. Et après, on est plus au-delà des réussites ou de ce qu'on avait pensé. Et là, on est face à ce qui se passe réellement pour le sportif. Donc, cette histoire de légitimité, c'est vraiment très compliqué parce que quand on essaie de la définir, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver, si ce n'est que chacun va avoir sa définition et chacun va se sentir légitime ou pas, à tort ou à raison. Oui, alors après, moi j'avais une question, mais peut-être il y avait Jean-Jacques, je crois, qui voulait réagir, mais sur quoi, c'est Tiffany qui m'a dit que tu avais levé la main, mais tu avais une question sur quoi elle se construit, finalement. Jean-Jacques, tu voulais… Ouais, c'est parce que quand on dit déjà fait, de toute façon, quand tu es entraîneur national, il faut bien qu'il y ait une année 1, quoi. Et c'est pas ta légitimité, tu l'as pas en tant qu'entraîneur national, tu l'as en tant que personne ayant fait quelque chose. Après, que tu aies été sportif de haut niveau, que tu aies entraîné dans un club, que tu aies entraîné dans un pôle espoir, etc., nécessairement, tu as laissé une trace quelque part. Donc, ta légitimité, elle vient… tu n'as personne qui déboule en hop, je suis entraîneur national, j'ai fait une formation et hop, c'est mon métier. C'est quelque chose c'est une sorte de cooptation. C'est pas écrit et c'est ce qui rend, quand on parle de fantasme, c'est sûr. Moi, jamais je me suis demandé si j'étais légitime ou pas. Hein. À aucun moment. C'est un mot là depuis 10 jours. Vous me cassez la tête avec, mais sinon, moi, je me suis jamais posé la question est-ce que je suis légitime? Les gens, ils ont envie de bosser avec moi, je bosse avec eux.
Alors, est-ce que ça, c'est de la légitimité? Oui, peut-être, je ne sais pas. Julie? Par rapport justement au lien avec l'imaginaire, est-ce que Eric peut nous raconter son vécu à lui? Parce que quand même, dans le genre imaginaire, c'est… Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un mot, ces jours-ci, j'y ai pas mal pensé, que c'est un mot qui revenait. Imaginaire et attente. Donc, moi, je suis arrivé fin 2018 au Japon avec une année, j'ai été entraîneur national junior l'année précédente pour la France, en tir, donc avec de bons résultats. Donc, je suis arrivé, moi, je me sentais relativement légitime et aux yeux de la fédération japonaise, j'étais très légitime, je pense trop même. Il y a eu un emballement dans leur imaginaire et dans les attentes. Clairement, j'ai senti qu'ils avaient des attentes très élevées et qu'ils pensaient qu'en 6 mois, j'allais faire une flopée de champions du monde potentiels, quoi. Donc, même en essayant de calmer le jeu parce que je sentais que ça s'emballait, non, ils sont restés parce qu'en fait, les gens ne croient que ce qu'ils veulent. Donc, même en essayant de modérer et de leur dire que je n'étais pas magicien, je sentais que les attentes étaient très, très élevées. Et évidemment, en 6 mois, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Le niveau était le même. Et du coup, j'ai perdu ma légitimité très rapidement. De très haut, je suis allé très, très bas. Et ça a été compliqué de retrouver un peu de légitimité. Mais je me raconterai après comment tu as fait. Ouais. Peut-être parce que le temps passe, les amis. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a quelques questions, Julie? Pour l'instant, on a un témoignage, mais pas de questions. Pas de questions. Donc, est-ce que vous avez envie d'interpeller les intervenants? Non. Sinon, on passe. Ah oui, ou la scène. Un petit mot. Alors, moi, sur la culture. Parce que la pièce rapportée aujourd'hui. Oui, non, mais je vois, il y a Jocelyn aussi qui est pas loin. On partage sur les sports pro notamment et le volley. Nous, en baseball, on a la problématique de la culture, en fait. La culture du pays dans lequel se pratique en fait, la discipline. Moi, en l'occurrence, le baseball qui n'est pas très populaire en France. On a cette pression de la culture des pays où c'est un sport majeur, comme aux États-Unis, l'Amérique latine ou le Japon notamment, où ce sont des sports nationaux. Donc, c'est vraiment ancré dans la culture. Donc, ce qui fait que sur des pays comme les nôtres, voire européens, les dirigeants de clubs, je parle de clubs, pas forcément dans les équipes nationales à très haut niveau, mais les équipes de clubs en première division ont plutôt tendance à aller chercher justement ces entraîneurs-là étrangers, ne serait-ce que par le fait qu'ils viennent de ces pays de culture forte des zones. Donc, sans forcément aller chercher la compétence, en disant, ben voilà, il sera meilleur de par son palmarès, mais le fait que ce soit un Japonais, un Américain, un Canadien, va forcément apporter un plus. Donc, ça, c'est terrible pour nous, dans la formation même de nos entraîneurs au niveau, parce qu'il faut faire sa place. À un moment donné, nous, la légitimité, elle est très difficile. Carrière, du fait que ça va prendre du temps. Il faut avoir des palmarès, nous, au niveau international. On a des internationaux qui ont 150, 200 sélections d'équipe nationale, et ça prend du temps pour qu'ils prennent leur place en tant qu'entraîneurs vraiment de haut niveau en France. Voilà, sur les équipes nationales, c'est un petit peu différent. On a encore la mainmise là-dessus, mais on a cette problématique ici en France. Et alors, si je comprends bien, donc la légitimité, elle se construit à la fois sur les résultats, si j'ai bien compris. Essentiellement, je pense. Et après, sur quoi d'autre, finalement? Pour conclure ce temps-là. On voit que la culture joue. Si Ouais. l'Américain. Si on devait retenir 2-3 points autour de cette question. Entraîneur basketteur, entraîneur basket, entraîneur de baseball, t'es américain, mais t'es meilleur que l'entraîneur français. Parce que en volley, les Brésiliens notamment, voilà, ça nous en parlait, c'est le principal. C'est bien. Mais bon, ça devrait changer avec le titre olympique, logiquement, des Français. C'est des composantes. Et ce qu'on observe aussi, c'est que si ça se construit sur des éléments plus fantasmés, concrètement, à un moment, ça évolue. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est qu'à un moment, il y a le réel quand même qui arrive et qui dit ça marche ou ça ne marche pas. Et qui construit une nouvelle légitimité au fil de ou pas, parce qu'on a vu, effectivement, la DTN peut se tromper aussi. On a vu des entraîneurs qui ont été recrutés et qui, sur leur nom ou sur une vision qu'on avait d'eux, et qui, au bout de 3 mois, 4 mois, en face des réalités, justement, ne correspondent pas
Et soit c'est la direction technique, soit c'est les athlètes eux-mêmes qui mettent de côté l'entraîneur. Pourtant, il avait été choisi par la direction technique. Donc, j'ai plusieurs expériences de ce. Donc là, on parlait des expériences positives, mais il y a aussi des fautes de casting. Mais du coup, le réel, c'était dans ce sens-là. Hein. Ah oui, oui. La conséquence, elle est dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, c'est le réel qui. C'est le réel qui vient à un moment donné impacter la réalité. Attention, le temps passe. Hein. Je vous rappelle que. Ce n'est que je pense que des fois, il y a des entraîneurs qui se font malmener parce qu'ils n'arrivent pas à être légitimes alors qu'ils font du bon boulot. Et que du coup, il y a tout qui va se lier contre eux, notamment dans les sports co. Il arrive un moment où quand il y a trop de gens qui se lient contre l'entraîneur, il va se dire il n'est pas bon. Est-ce qu'il est bon ou pas? Dans tous les cas, dans l'imaginaire collectif, il n'est pas bon. Donc tout ce que l'entraîneur va donner à faire, ce sera vécu comme non, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et si les gens, forcément, s'ils ont ça en tête, mais sur le terrain, ils seront probablement moins performants. Ça sera facile pour eux de justifier leur contre-performance en disant on le savait, c'était l'entraîneur. Donc on peut tout à fait produire aussi des contre-performances parce qu'on a imaginé l'entraîneur. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre sens, ça marche aussi. Parce que je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ne sont pas très bons. Par contre, on peut tellement imaginer qu'ils sont bons que peut-être ça peut produire la performance. Quel conseil vous donneriez alors à des jeunes entraîneurs là, qui commencent On va y aller. On va y aller. C'est trop vite. Tiens, je me rappelle. Ouais, ah, pardon. Quelqu'un? Alors, oui. Oui. Oh, bon, sinon, peut-être quelqu'un qui a levé la main sans vouloir lever la main. Normalement, la règle, c'est de passer par le chat. Oui. Ah. Bon. Bonjour. Ah, bonjour. Oui, je voulais envoyer en direct ma question sur le chat. Bien joué. C'est un copain à moi, lui. Vas-y, allez-y, pardon. Oui, je voulais poser la question sur les anecdotes des différents entraîneurs. Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors là, on a beaucoup parlé aussi du palmarès ou du passif sportif qui permettait d'avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis des athlètes. Mais aujourd'hui, quand cette reconnaissance elle n'est pas appréciée ou qu'elle n'est pas peut-être reconnue, du fait de peut-être il y a souvent des entraîneurs qui viennent de sports différents ou qui sont formés pour devenir entraîneurs et qui n'ont pas eu un palmarès de très haut niveau. Quels ont été les outils ou les attitudes, les postures d'entraîneurs qui ont été mis en place par le panel de l'auditoire que vous avez aujourd'hui avec tous les gens d'importance qu'il y a sur le plateau? Parlez de moi. Qui veut réagir à ça? C'est la troisième partie. Oui, ah oui. Alors, c'est la troisième partie, les aides, etc. Alors, on va répondre à la troisième. On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on pourrait écouter, c'est la deuxième intervention de Florian qui va évoquer la perte de légitimité momentanée ou définitive. Ça sera intéressant et bien sûr qu'on répondra à la question. Hein. Et sinon, il faudra la reposer. Non, mais on s'en rappellera. Et au cours de ta carrière d'entraîneur et ensuite de responsable sportif, puisque tu as enchaîné plusieurs fonctions, est-ce que tu as… Donc, pour la deuxième partie, quand même, avant de lancer elle est plutôt dédiée, dans les dernières discussions qu'il y a eu mardi, c'était vraiment sur des moments, Eric en a un peu parlé tout à l'heure, mais de moments où j'ai une forte, je me sens en tout cas pas du tout légitime, puis je redeviens légitime, puis j'ai des périodes où je suis de nouveau illégitime. Et donc, comment ça se passe, quoi? Et donc, c'est plutôt autour de cette question-là, là maintenant, qu'on va essayer de discuter, et peut-être au travers d'expériences, évidemment, que vous avez vécues au cours de longues carrières sportives d'entraîneur. Donc, on écoute Monsieur Florian. Et au cours de ta carrière d'entraîneur et ensuite de responsable sportif, puisque tu as enchaîné plusieurs fonctions, est-ce que tu as senti à des moments qu'il fallait que tu regagnes une légitimité quand tu as changé ou quand tu as eu des expériences qui t'ont conduit à regagner cette légitimité? Oui, il y a des moments où
les athlètes peuvent se poser des questions quand ça ne marche pas, forcément. Et je crois qu'il faut être sincère, authentique, juste avec les athlètes. Pas essayer de raconter ou de se défendre ou raconter des histoires. Je le dis avec mes mots comme ça. Quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas aux athlètes. On ne peut pas tricher avec les athlètes. Et je pense que ça crée aussi un lien de confiance et de montrer que quand on ne sait pas, on va aller chercher de la ressource pour essayer de comprendre, analyser, étoffer sa connaissance pour redonner un cap et aussi dire que aussi l'encadrement ou les entraîneurs, on s'est trompé. C'est important, notamment dans la relation entraîneur-entraîné, la relation de confiance, la relation de communication avec les athlètes. Moi, j'ai une première réaction. Est-ce que c'est toujours rassurant de dire la vérité aux sportifs? Il me regarde. Non, mais voilà. Bon. Alors, moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là, parce que je suis plutôt dans un principe de réalité et de vérité, et que l'entraîneur, de toute façon, ne sait pas tout. Il est porteur d'une expérience. Alors, au début, il est toute petite. À la fin, elle peut être énorme, mais de toute façon, elle est incomplète et insuffisante, puisque tout évolue en permanence. Des sportifs qu'il a à sa charge, la concurrence en face de lui, la discipline qui évolue avec les règlements. Donc, dans tous les cas, dire je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Ça veut dire je sais un certain nombre de choses. Et avec ça, est-ce que tu as besoin ou ce qui manque aujourd'hui, a priori, puisque les résultats ne sont pas là ou on n'est pas satisfait, on va se débrouiller, on va trouver quelque chose. Moi, je pense qu'on est plus, enfin, je me sens mieux, en tout cas, dans cette démarche-là, que de faire croire. J'ai plutôt des exemples inverses, où de toute façon, ça capote. C'est-à-dire qu'on fait croire que, mais ce que disait un peu tout à l'heure Philippe, il y a quand même une réalité de terrain qui est le résultat d'un niveau ou pas d'ailleurs, hein, mais le résultat, s'il n'est pas là, on peut raconter ce qu'on veut, on peut toujours mettre ça sur la faute du sportif ou de la direction technique qui ne donne pas les moyens ou du directeur de niveau qui va dans l'autre sens. Non, l'entraîneur, à un moment donné, quand il dit « je ne sais pas », ça veut dire « je ne sais pas encore ». Eh bien, on va trouver ensemble. C'est la manière, à mon sens en tout cas, qui me convient le mieux pour combiner et associer avec l'athlète à la fois ce que pense l'entraîneur, ce dont il a besoin ou ce qu'il imagine et s'il a envie, combiner ça avec les besoins et les envies, voire également les analyses des athlètes. Quand on arrive à combiner ça c'est bon, mais à mon avis, ça passe aussi par une relation de confiance. Et pour moi, dire je ne sais pas, c'est vraiment pas quelque chose de négatif, c'est plutôt une marque de respect et de confiance. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si. Voilà. Par exemple, Clara, dans le même cas de figure, le questionnement de la légitimité. Toi, est-ce que tu te serais senti d'avoir ce discours-là avec les athlètes? Alors, tu veux dire d'honnêteté, oui, forcément. Mais après, il y a certains athlètes quand même qui aussi sont pas dans la réalité. C'est dur de faire bouger les lignes à certains moments, ils sont dans le déni régulièrement. Et c'est vrai que des fois, on peut se laisser embarquer en leur disant ce qu'ils veulent entendre aussi. Ça peut un peu arriver, mais le boomerang revient en pleine force. Ça m'est arrivé, moi, avec un athlète où finalement, j'espérais avec lui. En fait. C'est lui, finalement, qui m'a convaincu j'ai avancé avec lui. Et puis, en fait, ce que je pensais au départ, c'est arrivé. Et là, j'ai eu un effet boomerang et ça a été la fin de notre collaboration. Donc, moi, si j'avais un conseil aujourd'hui, c'est effectivement un petit peu comme Louis, c'est de dire, bah, là, je ne sais pas où. Là, je pense qu'il faut être honnête aussi quand on trouve qu'un athlète a une limite aussi. Là, sur ça, t'es limite et on va travailler pour, mais je ne te garantis pas qu'on va réussir. Et ça, c'est pas évident pour certains de l'entendre. Et ça peut créer des clashs, mais sur le long terme, l'effet de boomerang, on l'a pas. On parlait de perte de légitimité. Et moi, j'ai un exemple qui m'est arrivé pendant un championnat du monde, des mauvaises directives qui tombaient mal à propos, qui a fait capoter en fait les 3 sur 4 pagayeurs. Et c'est quand même grave, très grave. Et suite à mauvaise consigne et mauvaise interprétation, pour moi, j'ai été au fond du trou, puisque j'avais perdu, pas par ma faute, 3 pagayeurs sur 4 sont plantés. Et donc, j'ai dit, je m'en sortirai
plus jamais, je ne vais plus être entraîneur, je vais plus. Et là, j'ai réellement senti une perte de crédibilité. Et en fait, non. En fait, non. Alors ça, c'était ma croyance du moment. Et en fait, les athlètes sont venus à mon secours. Ceux qui avaient loupé en fait leur championnat du monde et qui sont venus me réconforter parce que le soir des championnats du monde, la fête, j'étais dans la chambre en train de maugréer. Et c'est eux qui sont venus et qui ont reconnu l'erreur que j'avais faite, mais qui étaient vraiment bien ouverts pour. Ça arrive à tout le monde et effectivement, bon, je me suis reconstruit après, mais voilà, et c'est dur à vivre, mais bon, le secours des bikers là était vraiment super. Ok, je n'ai pas nos visionnautes. Eric, oui, moi je peux évoquer la façon dont j'ai un peu retrouvé une certaine crédibilité. Donc, bon, je suis passé de demi-dieu quand je suis arrivé à Paria au bout de 6 mois. Donc, c'était très dur, j'étais très isolé. Bon, en plus, avec la culture, la barrière de la langue, ça rajoute un peu. Et au final, au bout d'un an, bon, pour des raisons administratives, je ne pouvais pas tirer. Et au bout d'un an, j'ai pu retirer. Et en fait, c'est finalement en montrant que j'avais un certain niveau en tir, donc en me classant, enfin, il y a un classement national, j'ai été dans le top 10. Là, du coup, j'ai retrouvé de la crédibilité. Donc, de par finalement des performances d'athlète en tant que coach, et du coup, je suis maintenant respecté grâce à ça. Pas forcément par rapport à mes résultats qui sont pas exceptionnels, même si j'en porte une part de responsabilité, mais pas entièrement, parce que le système est très compliqué ici. Mais finalement, ouais, c'est vraiment grâce à cette part d'athlète que j'ai récupéré un peu de crédibilité et que maintenant, on m'écoute. Là, c'est quand même incroyable parce que il a fallu que tu redeviennes sportif et montrer tes compétences sportives pour regagner la légitimité en tant qu'entraîneur. C'est quand même, oui. C'est pas commun quand même. Hein. Alors, je ne l'ai pas fait du tout dans ce but. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais tirer, je vais leur montrer ce que je sais faire, ils vont m'écouter. C'est que j'ai tiré parce que c'est toute ma vie et que j'adore ça. Et ça s'est passé comme ça. Donc, j'étais moi-même assez surpris de voir le changement assez brusque sur 1 ou 2 matchs avec des bonnes performances où tout le monde était là. Mais, en fait, tu tires bien, quoi. Donc, peut-être que tu sais de quoi tu parles. Ok, mais alors ça voudrait dire que là, nous, il faudrait que je reprenne la pagaie et puis certains reprennent la batte. Non, mais en plus, on est bien d'accord que c'est complètement absurde. C'est pas parce que je tire bien que je suis un bon coach. Hein. Donc, non, mais là aussi, c'est dans l'imaginaire et dans la naïveté un peu des Japonais. Je suis pas sûr que ça marcherait comme ça en France. Ok. D'autres commentaires là sur l'affaire de. Moi, j'avais des questions de Jean-Jacques quand on l'a coupé tout à l'heure, quand il a commencé à se présenter entre l'enchaînement des 2 Olympiades là, dont tu parlais. En disant au début, j'arrive sur la deuxième, donc 96, si je ne me trompe pas, en disant là, je suis censé être super légitime, on vient d'avoir une médaille d'or au jeu, c'était jamais arrivé de mémoire en planche à voile. On repart en disant bon, c'est bon, et puis je t'ai coupé la parole. Tu me diras, mais. Ouais, c'est probablement une des périodes les plus dures de ma carrière. En réalité, le gros défaut, c'est que j'ai voulu reproduire ce que j'avais réussi. Et vu qu'on ne reproduit jamais les choses, que l'environnement, il est nécessairement différent à chaque fois, la reproduction, elle ne se faisait pas. C'est-à-dire que j'arrive après Séoul, après 2 défaites de la France en planche. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une vraie envie à Barcelone de l'ensemble des coureurs, vu qu'on reste un sport individuel, mais où on a absolument besoin, mais quasiment comme tous les sports individuels, hein, on a besoin de l'autre pour pouvoir progresser. On avait un beau groupe. Et l'ensemble du groupe, il y avait un leader dedans, et le leader a dit, mais
l'important, ce n'est pas de savoir qui sera au jeu, mais l'important, c'est de mettre tout de notre côté pour réussir à avoir une médaille. Alors, ce n'est pas lui qui a été au jeu. Par contre, il y a eu une médaille. Et sur Atlanta, alors, soit je n'ai pas assez écouté les athlètes, ou si les athlètes, en tout cas l'athlète qui a été médaillé, le groupe qui était autour de lui, eux, ils avaient envie de tout fermer, qu'il n'y ait que eux, alors que moi, j'avais envie de dire, bah non, il y a eu une dynamique qui s'est créée en 89, et c'est vrai que j'avais envie de relancer cette dynamique en 93. C'était juste mon envie. Bon, et ça a été, moi j'ai vécu pas 4 années parce qu'au début les choses je pense se sont plutôt bien passées, mais à fur et à mesure qu'on avançait sur l'échéance ça s'est dégradé et là tu es tout seul quoi, parce que l'ADT elle n'existe plus, la personne que tu entraînais qui a été médaillée globalement, il te dit oui et il va voir le DTN ou le directeur des équipes et il négocie autre chose. Non, c'est des moments. Et là, oui. Alors, ouais, la perte de légitimité, sûrement. Ouais. Quand même. Non, ça a été, ouais, c'est le moment vraiment le plus dur de ma carrière. Parce que le sentiment de ne pas réussir à mettre des choses. Et de toute façon, en tant qu'entraîneur, on accompagne. On entraîne, mais on entraîne des gens qui ont envie d'aller dans une direction, travailler dans cette direction-là, etc. Oui, les jeunes coureurs avaient trouvé l'initiative plutôt sympa, mais les coureurs expérimentés, eux, ils n'avaient qu'une envie, c'était qu'on leur facilite la tâche en évitant toute confrontation franco-française en vue des Jeux d'Atlanta. Alors que sur Barcelone, on était sur du franco-français en termes de préparation de l'événement. Pierre, tu rentrer dans les détails, mais voilà. Je pense qu'il y a de la curiosité chez… Non, oui, c'est ce qui marque là, mais parce que j'ai vécu aussi, et puis c'est la solitude que tu as évoquée quand la DTN n'est plus là, quand même les athlètes, enfin certains à qui tu ne fais pas plaisir en prenant cette disposition s'éloignent, tu es seul. Tu es seul et tu te débrouilles avec ton problème. Enfin, tu l'as évoqué, mais on l'a tous vécu à certains moments. Et ça, c'est pour induire aussi la réponse à Wade tout à l'heure, c'est peut-être une des réponses, c'est de ne pas laisser l'entraîneur seul, justement, et se démêler avec cette problématique que tu as rencontrée là, au cours de l'Olympiade et au fur et à mesure qu'elle évoluait. Donc voilà, c'était pour évoquer ce moment de solitude-là. Mais c'est sûr que c'est un grand moment de solitude. Hein. Et alors, c'est psychologique, mais c'est aussi environnemental parce qu'on sent que les gens, tout d'un coup, il n'y en a plus trop autour de toi. Quoi. Du coup, Louis, moi, je viens vite. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te relancer toi, mais sur les. Enfin, ce que tu racontais quand on a fait les préparations, mais où ça discutait de ce live, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant, et où tu racontais les moments, toi, un changement de fédération, les problèmes de crise de légitimité, comment tu t'y es pris, comment ça s'est transformé, en fait. C'est un peu ça, sur la transformation de situation légitime à illégitime au travers de ton expérience à toi. Comment je m'y suis pris, c'est difficile à répondre en fait, mais alors, au changement de discipline, du karaté au taekwondo, c'est une discipline similaire. Reprécise la situation parce que je ne suis pas sûr que… je suis issu du karaté, donc ma formation sur athlète, entraîneur de club ou de niveau, c'est dans le karaté et le taekwondo. J'ai basculé en 2015 parce que pour un moment de carrière où il y a ça qui se passe. Et donc j'arrive dans cette fédération où tout a explosé et où je suis avec le DTN dans cette fédération, lui est imposé par le ministère, et puis lui, me connaissant, il me dit est-ce que tu veux venir avec moi? Donc j'y vais. Sauf que quand on arrive, on est vraiment tous les deux, lui judoka, moi karatéka, dans un milieu qui a explosé de partout. On est là et on ne connaît rien du tout, ni des gens, ni de la discipline.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écoute tout le monde, ça c'est sûr. En écoutant tout le monde, c'est difficile de se faire un vrai avis. Alors du coup, moi je sais que je suis plutôt un gros travailleur, donc j'ai beaucoup travaillé pour analyser la discipline, parce que même si elle se rapproche du karaté, disons que j'ai mis les œillères sur tout ce qui pouvait arriver autour et me concentrer uniquement sur ma mission et ma tâche et ma responsabilité. Avec mon regard et mon expérience et ma légitimité, soi-disant, de ce que j'ai fait au karaté qui avait plutôt bien fonctionné jusque-là, donc j'arrive avec ça, non pas en tant qu'entraîneur, mais directeur d'équipe de haut niveau des équipes de France. Même si j'ai dû entraîner quelques temps au taekwondo quand même, mais j'ai plutôt beaucoup analysé la discipline, qui est certes similaire mais différente, donc j'ai surtout chopé les différences, et comment amener moi ma culture dans cette analyser la discipline et comprendre la culture du taekwondo. Et là-dedans, comment moi j'ai amené moi ma culture et ce que ma discipline pouvait donner, d'autant qu'il y a eu un changement de réglementation du taekwondo à ce moment-là, qui se rapprochait pas mal du karaté. Donc j'ai vu des choses à ce moment-là. Donc ce qui a été pour moi important, c'est de travailler beaucoup sur où je suis, avec qui je suis, la discipline, les gens et la culture. Et ensuite, travailler beaucoup à convaincre. Et là, je ne suis pas forcément arrivé au début, quasiment pas, carrément pas. Au fil du temps, un petit peu, notamment grâce aux athlètes, qui étaient plus ouverts que l'encadrement, que les entraîneurs, qui eux étaient sur des batailles de postes, étaient sur des batailles d'ego, et se disaient simplement, lui, il vient du karaté, qu'est-ce qu'il vient nous apporter? Il ne peut rien nous donner. Donc, on était sur des registres comme ça, alors que, par exemple, quand j'observais pas les entraîneurs, le manager anglais, qui avait plutôt mon poste, mais en Angleterre, eux étaient ouverts à toutes les disciplines de combat, faisaient venir des karatékas, notamment, de tous les sports pieds-points, et eux ne se posaient pas des questions, ils viennent d'ailleurs ou pas d'ailleurs. Tout ce qui était bon, ils prenaient, et effectivement, ils avaient un mode de fonctionnement, et ils sont hyper performants, parce qu'ils ne sont pas dans la culture du taekwondo, mais ils sont juste dans la culture de la performance. Et donc, j'ai essayé d'amener ça, j'ai beaucoup ramé, essayer de convaincre, mais c'est difficile de convaincre quelqu'un ou la plupart, qui ne veut pas travailler avec, qui ne veut pas s'ouvrir. Voilà, donc ça, c'est le premier point peut-être au changement de discipline. Mais alors, ça, je le dis avec le recul, mais dans le moment, je n'ai pas fait les choses de manière volontaire. En tout cas, j'ai pris mes responsabilités. Tu as une conviction quand même. J'ai pris mes responsabilités sur des convictions qui n'étaient pas celles du taekwondo, hyper centrées, spécifiques, technico-tactiques, où ils s'enfermaient là-dedans, mais finalement, ils y restaient, quitte à reproduire des schémas qui amenaient à la contre-perf, pas à la perf. À partir du moment où c'était ce qui se faisait depuis toujours, c'était rassurant pour tout le monde, en fait. Donc, il y a quand même, là, en discutant, il y a une chose qui me vient immédiatement, c'est qu'il y a dans cette discipline-là, il y a les Jeux Olympiques qui sont évidemment le plus important, les championnats du monde qui sont très importants. Et en dessous, il y a les Grands Prix. Ce qu'ils appellent les Grands Prix, ça veut dire qu'il y a les 32 meilleurs olympiques qui sont là dans ces 4 compétitions annuelles. Et nous, on était à ce moment-là, 2017 à 16-17, donc je prends mon poste fin 2015. On est avec un groupe de sportifs qui perd beaucoup parce que c'était le bordel partout. Enfin, ils étaient sur une chute de résultats depuis 2013. Donc, ils étaient je suis arrivé, c'était une pente descendante déjà. Et donc, à un moment donné, j'ai dit stop, on ne va plus dans les Grands Prix. Alors, c'était le tollé, ça fait vraiment un tollé. On ne va plus dans les Grands Prix, mais on repart que dans les compétitions internationales du premier niveau. Et j'ai fait ça pour redonner la confiance au groupe et aux sportifs. C'est pour ça que je dis que c'est de là que les sportifs m'ont un peu sauvé aussi. C'est parce qu'eux, ils ont commencé à regagner ces compétitions-là. Donc, il y a eu la confiance qui est revenue, du résultat positif qui est revenu. En gros, j'ai cassé la dynamique. Et j'ai trouvé une espèce de petite légitimité, mais auprès des sportifs, pour moi, le plus important. Et les entraîneurs, après, c'était un peu plus compliqué. On a été chercher des entraîneurs étrangers à ce moment-là. Parce que sur l'histoire de la légitimité, du coup, c'est des grands débats qui vous ont animé pendant un moment. C'est-à-dire, effectivement, la compétence technique, elle a une nécessité, peut-être, mais finalement qu'en partie. Et à des moments, ça a beaucoup basculé sur les systèmes qu'en tant qu'entraîneur, manager, chef de dispositif, tu mets en place pour générer de la performance. Et qu'à des moments, finalement, la technique ou la connaissance spécifique de l'activité était qu'un élément dans la compétence de l'entraîneur et ce qui est la vraie légitimité, j'avais envie de dire, enfin, quelque chose qui rend la chose. Voilà, c'est ça, ça m'évoque ça. Jean-Jacques, tu m'as déjà raconté des trucs de ce genre-là aussi, je pense. Parce que je trouve qu'on retrouve des choses. C'est-à-dire que toi, tu changes, on va dire au karaté, taekwondo, excuse-moi, pour un voileux.
On met des coups de pied, des coups de poing, c'est quand même tout un peu pareil. Hein, et chez les voileux, écoute-moi, de l'optimiste, du catamaran ou du star, parce que Pierre est très épaté par le star, Jean-Jacques, ou de l'habitable, excusez-moi, c'est des bateaux avec une voile et il y a quand même des spécificités importantes. Donc peut-être là-dessus, la légitimité, sur quoi elle se base? Bon, voilà, je vois. Oui, je m'arrête. Ouais. Quelqu'un veut réagir là? Non? Non. Ah, ouais. Ah, non. Ouais. C'est vachement compliqué en réalité. Au cours de ma carrière d'entraîneur, c'est vrai que j'ai été amené à changer à plusieurs reprises de support. Donc, au départ, je suis planchiste, j'ai été vers la planche. Après l'arrêt d'Atlanta, j'ai été faire du dériveur double qui s'appelle le 49er. Après ça, j'ai été bosser avec les paras, dans le cadre du paravoile, pour la préparation des Jeux d'Athènes et de Pékin. Et fort de cette expérience-là, la Fédé de voile me dit on aimerait bien que tu entraînes un équipage, on a du mal pour les Jeux de Londres. Mais tu aperçois que c'est si je reste sur l'olympisme, les gens, ils ont été me chercher pour les mêmes raisons, en réalité. La compétence, on n'est pas venu me chercher pour faire voler un bateau, parce que je pense que je suis probablement pas, pour utiliser le mot de ce soir, pas légitime là-dedans. Par contre, sur l'organisation à bord, que ce soit en équipage ou tout seul, il y a une compétence qui est reconnue. Et à partir de là, c'est quand même plus facile d'évoluer. Donc, et ça, c'est vrai, ça c'est même sur des supports non olympiques, vu que j'ai bossé avec un gars sur un bateau, sur un trimaran de 60 pieds. J'ai bossé avec deux skippers différents dans le cadre de la préparation du tour, mais ils cherchaient probablement sur quoi je suis le plus à l'aise. Et alors, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sur la partie organisation de son travail à bord du bateau. Alors après, ouais, il y a peu de voileux autour. Peut-être Pierre, ça lui parle un peu par rapport au canot-kayak. Mais oui, c'est pareil. Non, mais en fait, ça veut dire que la légitimité, elle ne passe pas obligatoirement par le résultat, mais elle passe par une compétence qui est requise à un moment donné. Tu corresponds, toi, à un moment donné pour le star, par exemple, ou pour autre chose. Ce n'est pas ton résultat que tu as eu en planche à voile avec la médaille olympique que tu as été choisi. Tu as été choisi pour autre chose. Hein, mais la légitimité, ça prouve bien que la légitimité, elle n'est pas liée essentiellement au résultat, mais elle peut être liée à des compétences qui sont recherchées à un moment donné pour un objectif donné. Parce que c'est exactement ce que tu disais. 3 semaines. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on passe la dernière partie de l'interview de. À moins qu'il y ait des questions là-dessus. Sauf qu'il y a des questions. Allez, pas de réaction là-dessus, je suis étonné. Enfin, bref. Il se réserve. Il se réserve. Et tu occupes des nouvelles fonctions là au sein de la Fédération de cyclisme. Et est-ce que, en tant que responsable là, des entraîneurs aussi, tu as une approche particulière pour des entraîneurs, des jeunes entraîneurs qui se trouvent dans cette position? Est-ce que tu as adopté des dispositifs particuliers? Alors oui, donc depuis la prise de mes fonctions à la Fédération de cyclisme en tant que directeur du programme olympique sur les 5 disciplines olympiques,
ben, il y a eu des missions qui ont évolué, notamment sur des cadres, des jeunes entraîneurs qui sont arrivés. Et l'accompagnement, le tutorat, comme je l'ai vécu, est quelque chose d'important. Il faut une base scientifique, technique, en tout cas de formation. Et souvent, le mot formation en France, ou peut-être dans nos métiers, moi, parce que je n'ai évolué dans le sport, mais il fait peur, ce mot formation. Et la formation, c'est très, très vaste. Hein. C'est du partage d'expérience, c'est aussi de la formation. Mais bien sûr qu'il faut des supports aussi théoriques. Et la formation, notamment pour les entraîneurs qui sont en responsabilité à moins de 800 jours des Jeux, c'est très compliqué aujourd'hui de les envoyer en cours, etc. Donc, on essaie de trouver des dispositifs, de faire de la formation. Le mot est souvent utilisé, coups humains, partage d'expérience avec des pairs qui ont une grande expérience de l'olympisme, d'avoir accompagné des athlètes au plus haut niveau, et puis aussi sur le système. Moi, j'ai souhaité accompagner le système, notamment, par exemple, sur le sprint, donc des missions entre un staff, plusieurs entraîneurs, donc quelqu'un d'extérieur, d'apporter notamment de la méthodologie sur le travail, comment on travaille en staff, qui a des responsabilités, qui fait quoi. Ça peut paraître simple en disant ça, mais ce n'est pas toujours clair dans la réalité des choses, notamment quand on a des staffs. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, les staffs augmentent. Hein, il y a des entraîneurs, plusieurs entraîneurs, de la préparation physique, des psychologues, de l'analyse de la donnée. Il y a beaucoup de données, notamment au cyclisme sur piste. Et c'est comment, notamment, tout ça s'articule et comment on travaille tous ensemble au service d'un projet. Et donc, moi, j'ai souhaité accompagner notamment certaines disciplines sur l'évolution, la réorganisation, sur cet accompagnement méthodologique et du travail en staff. Et bien sûr, après, on identifie les besoins personnels ou les envies ou les demandes de certains coachs sur certains secteurs où ils souhaitent évoluer et progresser. Et là, sur le programme olympique, bien évidemment, on essaie de faire des choses plutôt coups humains que de les envoyer en formation en salle, entre guillemets. Alors Pierre, tu voulais absolument qu'on bascule là-dessus. Oui, puisque quelle est la raison? La raison, c'est que ce soit l'initiateur, comme j'ai décrit, qui se projette sur un stage de ligue ou sur un stage de club, comme on a vu des grands entraîneurs là, sur d'autres. Il me semble qu'on peut gagner du temps, on peut rendre la passation plus simple, plus facile et plus efficace en faisant des choses. Donc les choses, on vient d'en entendre là, mais c'est d'accompagner le coach. Moi, j'aurais bien voulu que le CTR, au moment où je commence ma séance, il soit à côté de moi, que je lui ai dit ce que je voulais faire et qu'il m'ait dit ouais, vas-y, ça aurait été plus confortable. Donc c'est un accompagnement, c'est un regard, c'est un soutien qui m'aurait aidé à ce moment-là. Jusqu'à temps, là on voit c'est du Kuzuma, il dit Florian Rousseau, donc ça veut dire que il prend en compte cette donnée-là, c'est-à-dire un nouvel entraîneur qui arrive face à un staff, lui, puisqu'il l'a vécu, il se dit il faut l'accompagner, il faut le soutenir, il faut qu'est-ce qu'il a besoin et voilà. Je pense que là il y a eu quand même un gap par rapport au cyclisme, hein, par rapport à c'est en 2004 qu'il est sorti, 2022. Oui, là, du coup, au-delà de la légitimité, finalement, on parle de la formation de entraîneur. Ben oui. Mais pas que. Et alors, comment vous êtes formé comme entraîneur? Vous voulez prendre la parole? Oui, pardon. Là, oui, on parle de comment la formation peut augmenter le niveau de compétence des entraîneurs. Est-ce que ça va les aider à mieux prendre leur place et à se sentir plus légitimes aux yeux des sportifs? Peut-être, mais peut-être pas. Hein, mais peut-être qu'en effet, ça peut quand même agir un peu sur la confiance des entraîneurs, de se dire j'ai pas tout vécu, mais bon, d'être accompagné. Peut-être qu'en effet, si je rencontre une situation difficile, je pourrais me faire un petit peu conseiller. Mais bon, je pense que pour certains irréductibles, ou ceux qui sont très méfiants, je parle des sportifs, envers les entraîneurs, l'entraîneur peut montrer toutes les formations qu'il a fait. S'il est vu ou s'il imaginait pas compétent, il continuera à être vu pas compétent. Et d'où la difficulté pour les entraîneurs. C'est dur, toi. Hein. Non, je rencontre ça très souvent, hélas. Ce que je trouve notable dans l'ensemble des expériences qui sont racontées aussi, c'est que finalement, le contexte est souvent très difficile. C'est ultra compétitif, donc la légitimité, elle est quand même vite mise à mal par la culture, par la situation, par beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'au-delà de la formation,
il se pose quand même la question de ce que la fédération, en l'occurrence, met en place pour faciliter les choses ou pas. Et je trouve que vous avez tous rencontré des situations qui sont dures, qui sont difficiles, par un contexte qui est trop compétitif finalement à un moment. Trop compétitif ou pas assez soutenant pour l'entraîneur. Puisque quand un entraîneur est en difficulté, s'il est soutenu par son président, de fédé, par le DTN, des fois par des collègues entraîneurs, notamment dans les sports médiatiques, où ils prennent la parole pour dire non, lui c'est bien ce qu'il fait, mais là il est en difficulté pour X raisons, mais ça peut aussi venir faire du bien à l'entraîneur et peut-être mettre un petit peu le doute dans les certitudes de ces sportifs qui sont beaucoup dans le doute et le scepticisme. Donc, moi, je pense j'ai l'exemple d'une fédération, la fédération d'escrime, qui systématiquement ne peut pas nommer un entraîneur responsable d'une équipe olympique s'il n'a pas été adjoint pendant une Olympiade. Et c'est quasiment incontournable que l'entraîneur olympique ait fait 4 ans d'adjoint. Des fois, il y en a qui font même 8 ans avant de passer entraîneur. Et là, il y a un tutorage, un tutorat, là, il y a un accompagnement et la passation, elle se passe bien. Mais je crois que c'est la seule fédération qui impose ce cadre. Clara, comme moi, comme Florian, moi j'ai été aussi, je suis passé directement d'athlète de haut niveau à entraîneur. Le lendemain matin, j'entraînais, c'était pas les petits cadets, là c'était l'équipe de France. Du jour au lendemain, on me donne les clés des canoës monoplaces et j'avais fait les championnats du monde avec les gars, j'allais entraîner la veille. Et ça, c'est rude, c'est rude. Clara l'a vécu et souvent dans les fédérations parce que c'est du rugby cube et tiens, mais lui il va aller bien là, lui il va aller là, tac, bon, on n'a pas le temps de lui faire des juniors, on le met tout de suite senior et on se retrouve projeté et quand on est mal accompagné, ça peut faire mal. Comme tu disais, Pierre, en plus, au-delà de ça, par rapport à la fédération d'escrime, en fait, l'entraîneur prend de la compétence aussi et de l'expérience. Donc, au-delà de la légitimité, finalement, la légitimité, elle est liée aussi à la compétence, comme l'a dit à un moment donné Jean-Jacques, je crois, il était au bon moment parce qu'il avait cette compétence en fait, qui était recherchée. Et je pense que ce qui rassure aussi l'entraîneur, c'est de prendre du temps pour se créer son expérience et forcément développer des compétences. Jean-Jacques, il y a Tiffen qui me dit que... C'est bien, Tiffen a bien vu que je lui avais levé le doigt. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille avoir été entraîneur adjoint pour devenir entraîneur national. Par contre, le côté formation, je pense qu'il est indispensable. Et moi, par contre, en tout cas pour la voile, je considère qu'à mon époque, le directeur des équipes, il ne jouait pas son rôle. En tout cas, il n'assumait pas son rôle. À l'exception de la distribution de l'argent, en réalité, on faisait quasiment ce qu'on avait envie. Alors moi, ça, je trouve ça super. Mais en même temps, on n'avait pas de contradicteur. Le seul contradicteur qu'on avait, c'était les sportifs. C'est pas, en tout cas, voilà, moi, j'attendais autre chose. Et si ça s'est arrêté pour moi après les Jeux d'Atlanta, c'est parce que c'est vrai que j'ai eu des mots assez durs vis-à-vis de la DT et de la direction des équipes, parce que à un moment donné, tu te retrouves seul, mais tu te retrouves seul parce qu'à un moment donné, tu as dit voilà le projet que je veux mener, on te dit oui, il n'y a pas de contradiction en disant mais es-tu bien sûr d'avoir pris tous les tenants et aboutissants? Donc toi, tu y vas, tu es soutenu, et à un moment donné, tu te retournes, et les gens qui t'avaient soutenu, ce n'est pas des sportifs, là je ne parle pas des sportifs, je parle de notre entourage, tu te retournes, ils ne sont plus là, et ils disent ah non, 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 non. Et c'est sûr que moi, je ne pense pas que j'avais eu besoin, en tout cas, j'aurais eu besoin d'être entraîneur adjoint. Je pense que demain, je me retrouverai. Je ne sais pas s'il y avait besoin de ça. Par contre, avoir un contradicteur, avoir quelqu'un qui, à un moment donné, a une vision un peu plus bêta de ce qui se fait, ça serait top. Mais en tout cas, pour la voile,
jusqu'à il n'y a pas longtemps, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça l'est, hein, peut-être. N'étant plus entraîneur, je ne peux pas me prononcer pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que le directeur des équipes peut jouer ce rôle et devrait jouer ce rôle, hein, d'accompagner, de sentir avec les signaux faibles qui sont envoyés par les entraîneurs, les besoins, les manques, les moments. Normalement, c'est son rôle aussi de manager son staff d'entraîneur et d'être vraiment sensible à ces problématiques. On va dire, il y en a beaucoup quand même qui le font. Oui, c'est bien sûr Alors, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire, moi non plus, je rejoins ce qui était dit, mais je pense que ça peut être important. En tout cas, j'aurais aimé à un moment donné avoir quelqu'un à côté. D'ailleurs, j'ai demandé des anciens entraîneurs, directeurs d'équipe à l'époque, quand j'étais tout jeune entraîneur, et j'ai jamais eu de réponse. Donc, du coup, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un à l'extérieur de la discipline qui m'a dit, mais puisque tu n'as pas de réponse, au contraire, fais exactement ce que toi tu as envie, comme tu le fais, et tu vas incarner ta façon de faire. Et finalement, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est bien d'avoir du conseil à côté, mais ça doit être du conseil. Il faut peut-être d'abord, enfin, moi, je préconise, en tout cas avec le recul, c'est bien que j'ai pu faire ce que je voulais et finalement j'ai incarné ce que j'ai fait avec ma réflexion. Et j'appuie beaucoup sur le mot formation, mais pas de manière à ce qu'il soit imposé comme dans n'importe quelle société où on est employé, il faut faire tant d'heures de formation, mais parce qu'on en a envie et qu'on va la chercher par rapport aux problématiques qu'on rencontre en tant qu'entraîneur, les problématiques du moment, hein, peu importe ce qu'elles sont. Et moi, j'ai fait toutes les formations de l'INSEP, les formations continues. J'en ai fait au-delà de ce qui était autorisé, je pense, par l'administration par an. Et je remercie ma direction justement là. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai beaucoup trouvé de soutien ou de soutien, pas de soutien, mais d'écoute en tout cas, et de visions différentes que j'ai pu moi après faire ma bidouille en tant qu'entraîneur à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. J'ai quasiment pas échangé avec des gens ou les cadres notamment de ma discipline ou des disciplines avec lesquelles je travaillais. Donc j'ai beaucoup été à l'extérieur. Et notamment, ça m'a pris beaucoup quand je suis arrivé au pôle à Bordeaux, parce qu'on n'était pas dans les pôles, et moi j'ai vu toutes les disciplines, je me régalais d'aller voir les autres disciplines entraînées. J'ai beaucoup pris à l'extérieur, et les formations, j'ai été me les chercher parce que j'en avais envie, et de manière, parce qu'à l'INSEP en plus, c'est pas des formations qui sont très, c'est pas les cours, quoi, c'est vraiment de l'échange d'expérience avec d'autres entraîneurs, et c'est vraiment intéressant, c'est rassurant d'ailleurs pour dire qu'on n'est pas tout seul dans la même situation, chacun dans ses PD un peu pareil, et en tout cas on est écouté attentivement par les autres, et finalement, on a des réponses à nos questions par les autres, dans ces formations-là. Donc, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux formations à partir du moment où elles sont enclenchées par l'entraîneur, et qu'elles sont voulues, et qu'elles soient son initiative. Et je trouve qu'aujourd'hui, par contre, je crois que l'ANS a mis en place des choses pour les coachs, l'accompagnement des coachs, et je trouve que ça, c'est très intéressant. Et je pense que c'est ce qui manquait peut-être jusqu'à aujourd'hui, chose que moi, j'ai été chercher aux formations, mais je pense que là, ça prend une dimension plus spécifique, il me semble, parce que je ne suis pas dedans, mais c'est intéressant et c'est bien d'aller là. Ah, il y a Eric. Juste rebondir dessus, dire que oui, la formation, c'est important. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à être coach en France, d'être accompagné avec bienveillance par mes collègues qui avaient beaucoup plus d'expérience. Mais par contre, le fait d'être très isolé ici depuis 4 ans, finalement, je me suis débarrassé de plein de croyances qui sont vraiment très ancrées au sein de la discipline. Et j'ai l'impression d'être un meilleur coach maintenant, en étant finalement très, très seul. Mais j'ai pu évoluer dans ma façon d'aborder les choses très différemment. Et donc, ça pose aussi question finalement d'être isolé, ça peut aussi être une façon d'évoluer positivement, je pense. Ça va venir cher s'il faut que chaque entraîneur passe au Japon 2 ans et demi. Ouais, c'est douloureux. C'est douloureux. Alors peut-être que, à moins qu'il y ait... Est-ce qu'il y a des... Oui. Alors, il y a une question de... Je pensais à ça. Jocelyn, voilà. Jocelyn. On le connaît, Jocelyn. On vient de le prendre
en direct. Allez, Jocelyn, mets ta caméra. Pardon, je pensais que je respectais la règle en passant par le chat. Ben oui, c'est pour ça on te sollicite, puisque tu es passé par le chat. Ouais. Non, mais je voulais poser la question à tous les invités autour de la table en disant, et l'évaluation dans les fédérations, c'est-à-dire que moi, j'ai eu encadré aussi des équipes nationales, et je trouve qu'après une saison ou après une période avec une génération, finalement, on est peu évalué. Alors, on a le résultat qui est fait, voilà, on a la place, mais derrière, sur comment on s'est organisé, comment on a géré son groupe, comment on a sélectionné, une évaluation par ses pairs, par exemple, pareil, pour progresser, pour que la fois d'après, peut-être on ne fasse pas les mêmes échecs. Je crois que les anglo-saxons le font beaucoup. Je sais qu'il y a des équipes, notamment canadiennes, américaines, où juste après les Olympiades ou des grandes compétitions, le staff il s'enferme pendant une semaine avec des pairs qui viennent les triturer pour essayer de les faire avancer. Donc, je voulais savoir si dans vos disciplines à vous, vous aviez ce type d'organisation-là. Je peux répondre. Ça dépend de la dynamique et de la direction technique d'alors. Il y a eu des moments où il y avait des bilans très puissants à l'issue de chaque Olympiade et des fois non, parce que ce n'est pas dans l'air du temps, parce que nous, on est moins rigoureux là-dessus que les anglo-saxons. Sur les bilans, et souvent des fois c'est lié même au résultat. Positif. Voilà, quand c'est positif, c'est bon, ça roule, voilà. Et puis même des fois quand c'est négatif, on met tout dans le sac. Bon, de toute façon, voilà. Bon, mais c'est sûr que c'est nécessaire. Enfin, normalement, dans un projet, le projet il a une vie. Et à la fin du projet, on fait un bilan, une évaluation. Ça semble cohérent, mais ce n'est pas fait systématiquement, hein, comme tu le dis. Hein. Loin de là, oui. Là, pour répondre, moi, dans ma fédération, c'est que ça arrive aussi que tu te sépares d'abord des entraîneurs, des managers, et puis après, et je fais le bilan. Les personnes, elles sont pas là, donc c'est un peu. Voilà, cette expérience-là que j'ai vécue en cyclisme, et du coup, la LS justement essaie de mettre en place la méthode Orfèvre pour justement débriefer de l'Olympiade. Et moi, j'ai eu la chance de faire avec le BMX freestyle, donc c'était ma fédération, mais pas ma discipline. Et puis en fait, le manager était plus d'accord. Ils avaient déjà pris la décision de s'en séparer, donc c'était difficile de faire un débrief objectif. Nous, on est sur une organisation différente, puisqu'on n'est pas malheureusement sur les Olympiades régulièrement, mais en tout cas, il y a un retour qui est fait, chaque staff, avec le DTN directement. On n'a pas de discussion forcément avec l'ensemble des équipes nationales. On a à peu près entre 12 et 14 équipes nationales différentes en fonction des disciplines, mais donc on n'a pas ce retour partagé commun. On a plutôt un retour du staff avec le DTN en échange direct. Ensuite, il y a des ajustements qui sont faits au fur et à mesure. Mais peut-être que ça mériterait d'avoir une discussion un peu plus globale et un partage avec les différentes disciplines et les différents entraîneurs. Et que soient définis d'autres indicateurs que le résultat, comme indicateur de performance. Parce que bien souvent, c'est vrai que c'est celui-là qui est mis en avant, alors qu'il y a d'autres indicateurs de performance que celui-là. Je reviens juste, nous, sur la méthode, c'est-à-dire qu'on a un questionnaire à remplir à la fin de chaque compétition internationale, tous les ans des compétitions internationales. On a un questionnaire à remplir sur l'organisation, comment ça s'est passé, la relation avec l'équipe, les résultats forcément, et qu'est-ce qu'on préconise pour la prochaine compétition, même si on ne fait plus partie du sport. On donne aussi des préconisations pour le futur ça envers les DTN. Voilà, pas que sur les résultats, mais sur le ressenti. Après, il y a des échanges autour de ça. Ok, merci. Peut-être on disait, est-ce que Wei il veut poser poser ta question Il nous entend. Où il est parti. Wei est parti. Ah non, je vous entends. Donc, est-ce que vous voulez du coup répéter votre question qui était plutôt dans cette partie-là et faire réagir le groupe?
Oui, ça reste la même. On a pris beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'expériences qui sont diverses et variées en fonction des entraîneurs. Et c'est intéressant dans le sens où il n'y a pas de vérité absolue, en fait, de ce que j'ai compris. Oui, enfin, c'est ce qui ressort. On a vu avec Eric qu'en reprenant le pistolet, il a recréé sa légitimité. Que la légitimité, elle peut se refonder par les résultats, mais aussi par d'autres compétences qui évoluent, par le management, par la confiance que les athlètes nous réaccordent. Une volonté de collaborer peut-être. Finalement, non. Ma question, elle était plus dans le cadre de méthodes, par exemple, peut-être à certains moments, quand on sent que sa crédibilité est remise en question, est-ce qu'un sondage ou je sais pas, des mises à plat, mais avec un certain protocole, peuvent remettre dans ce sens en fait et rééquilibrer en fait les charges au niveau de l'équipe. C'est surtout ça la question. C'était plus des méthodes, quand je disais outils ou postures, qui permettent dans des situations de crise, comme ça a été évoqué régulièrement par les différents intervenants, ou comme Pierre Salamé qui avait fait son erreur sur les chemins du monde et qui a été soutenu par les athlètes dans un moment assez décisif. C'était plus quelle aurait pu être la méthode à mettre en place pour peut-être pallier à cette situation, parce que la situation arrivera de toute façon, mais est-ce qu'il y a des méthodes qui marchent et d'autres moins? C'était plus ça ma question. J'ai l'impression qu'il y a... Non, d'abord, tu parles trop, Pierre. Non, mais moi, je voulais parler d'un effet encore en amont de ça. C'est-à-dire que finalement, quand on est sur la sellette et quand on n'est pas bien et quand on ne se sent pas légitime, on va avoir des réactions qui sont inadaptées et qui créent encore plus de perte de légitimité. Donc finalement, la première solution déjà, c'est de réfléchir avec quelqu'un d'autre de préférence sur comment on vit cette situation d'illégitimité et qu'est-ce que ça entraîne dans notre fonctionnement en termes de mécanismes de défense, peut-être d'agressivité, plein de choses. Parce que quand on est sur la sellette comme ça, on réagit. En fait, ça ne nous fait pas rien. Donc, on a un certain nombre de comportements qui, parfois, aggravent la situation. Donc, ça, c'était le premier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir? Je crois qu'il y avait la scène qui... Non. Ah, tu as fait un petit signe tout à l'heure, on s'est dit... Je pensais par rapport à lui. Moi, j'ai une expérience où, au cours d'une Olympiade, au milieu d'Olympiade, il y a deux entraîneurs qui sont déviants, qui ont l'impression qu'ils font de l'anti-jeu, qui ne jouent plus le collectif de l'équipe qui se destinait à aller au jeu. Et alors c'est le DTN qui a mis en place, qui a fait venir une entreprise de consulting pour faire travailler alors tous ensemble les entraîneurs, les athlètes. Alors les entraîneurs, les deux qui étaient un peu déviants et puis les autres, pour travailler sur nos envies, sur nos visions, sur qu'est-ce qu'on cherchait, enfin un travail assez profond, et pour arriver ensuite à créer en fait une nouvelle dynamique où les deux, on va dire, déviants se sont réintégrés avec des nouvelles ressources, en laissant tomber un peu leur travers. Et ça a été fait aussi avec les athlètes pour associer ensuite les athlètes et les entraîneurs. Ça, c'était une opération, pour répondre à Walid, qui a réussi, puisque ça a refondé le groupe d'entraîneurs, d'athlètes vers un objectif. C'était avant Atlanta, au jeu d'Atlanta. Donc, c'est une réponse, mais là, il y avait des gros moyens avec un gros chèque. Après, moi, ça ne me choque pas qu'un entraîneur puisse dire à son sportif ou les sportifs avec qui il travaille, je sens de la méfiance par rapport à ce que je vous fais faire, je sens qu'il y a une perte de confiance. Qu'est-ce qui se passe? D'ouvrir le sujet et voir ce que les sportifs vont pouvoir en dire. Il me semble que parfois, ça peut aussi, les gens peuvent aussi un petit peu se parler et puis ça peut défaire quelques fantasmes que peuvent avoir les sportifs sur justement le manque de légitimité de l'entraîneur
Parce qu'un entraîneur, il peut aussi être amené à expliquer certaines choses. Je dis bien expliquer, pas se justifier, hein, parce que si on se justifie, je pense que l'on est foutu en tant qu'entraîneur. Par contre, d'expliquer certaines choses, je pense que des fois, ça peut ouvrir la porte et remobiliser la légitimité de l'entraîneur, me semble. Les copains, est-ce que et aussi parmi nos auditeurs, là, est-ce qu'il y a le chat ou même la question directe? Puisqu'on va terminer là. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Michel? Oui, alors je rejoins pas mal de choses qui ont été dites, mais il me semble que d'abord la légitimité, elle se construit sur les résultats, même si je crois que c'est Olivier qui avait dit qu'il y avait certains cas où, mais au bout du compte, ce sont quand même des résultats. Et il me semble qu'il y a un point qui est totalement absent, c'est le savoir communiquer. C'est essentiel maintenant. Ça a complètement modifié la perception que l'athlète a de l'entraîneur. On a beau faire des résultats, faire des bonnes séances d'entraînement, si régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans la presse, on se fait dézinguer, c'est un petit peu compliqué. Et on peut voir les résultats inverses. Je vais prendre l'exemple du sport le plus médiatique, le football. En 2018, sincèrement, le jeu présenté par l'équipe de France de football, on ne peut pas dire qu'il était chatoyant. Mais vous aviez un entraîneur qui était exceptionnel dans la communication. Et ça modifie complètement. Donc, il remettait en place les journalistes, il l'orientait différemment. Et ça, je le retrouve dans beaucoup de sports collectifs, mais pas seulement. On peut le voir également, par exemple, dans le tennis. Merci. Oui, mais donc là, on touche la problématique des réseaux sociaux. Et il s'avère que pour être un entraîneur maintenant, il faut maîtriser ou pas, faut-il maîtriser ou pas les réseaux sociaux, la direction technique aussi, hein, parce que les fédérations aussi. Et on était confronté très récemment avec Julie, là, avec un pool d'entraîneurs, sur le fait de se trouver un peu démunis parce qu'il faut suivre. Hein, les sportifs, ils ont 14-15 ans jusqu'à 25 ans et eux, ils sont nés avec ça sous le doigt et on est démunis et les entraîneurs en question étaient démunis parce qu'ils n'avaient pas à le suivre. Et puis, il y a les éléments, on va dire, matériels, mais il faut bien savoir les manipuler et puis il faut savoir en jouer, quoi. Hein. C'est pas simple. Hein. Alors, pas seulement les réseaux sociaux, hein, la presse locale, la presse nationale, les médias en général. Voilà. Mais la communication, savoir mettre en valeur ses résultats, ça me semble un élément essentiel qui contribue largement à la légitimité. Et je vais juste un mot, Jean-Jacques Dubois avait dit effectivement quand on démarre, et il a tout à fait raison, la première année, voire les premières années, c'est compliqué de faire des résultats quand on n'en a pas. Et dans ce cas, il me semble essentiel de savoir s'encadrer. Oui. Ouais. Tu peux répondre, Jean-Jacques? Bon. J'ai dit ça, moi. Moi, je dis plein de choses, hein, et des fois plein de bêtises. De toute façon, le travail d'entraîneur, c'est un travail solitaire et en même temps, c'est un travail où il y a toujours eu plein de monde autour de moi. J'ai jamais fait une action d'entraînement seul. Et pourtant, j'ai vraiment le sentiment de travailler en solitaire. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais sur l'Olympiade d'Atlanta ou de Barcelone ou même les opérations sur des sports, à chaque fois, j'ai nécessairement sollicité d'autres personnes pour réussir à arriver là où j'avais envie d'amener le sportif. Seul, je n'y serais jamais allé, j'aurais jamais réussi, par rapport à un niveau de compétence, de savoir-faire, de temps. Et on parlait de réflexion, de formation tout à l'heure, et c'est vrai que la formation, c'est tellement un mot fourre-tout que je ne m'y retrouve pas nécessairement. Et pourtant, je pense qu'à plusieurs moments dans ma carrière,
les personnes que j'ai sollicitées pour travailler avec moi m'ont autant apporté qu'ils n'ont apporté aux sportifs. J'ai eu de la chance au début, quand j'étais en sport-études, d'avoir le fils d'Yvon Piégelin. Et c'est vrai qu'Yvon, il n'est pas venu souvent avec moi, c'est un pédagogue. Il n'est pas venu souvent avec moi sur l'eau, mais les 2-3 fois qu'il est venu, je pense que ce qu'il m'a dit résonne encore. Et ça, pour chaque moment, je peux citer des personnes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ce à ta question, Michel, mais oui, c'est un travail solitaire, je trouve, le fait d'être entraîneur, mais avec du monde tout le temps autour. Parce que les décisions, de toute façon, c'est toi qui les prends, quoi. C'est un joli mot de la fin. Voilà, exactement ce que j'allais dire. On arrive au terme de ce 4e live, quand même, hein, sur des formes différentes. Voilà. Merci à toutes et tous. Ah oui, pensez à renseigner l'enquête de satisfaction. Vous savez, maintenant, nous sommes dans un monde où on évalue. Donc, vous retournez sur la page, je vous mettrai un petit mail, de toute façon. Voilà, et de renseigner l'enquête de satisfaction par rapport à ce webinaire. Ouais, ça nous aide à progresser, à faire évoluer, puisque vous avez assisté au premier il y a 1 an et demi. Ça n'a pas du tout la même forme, et grâce à vous, on le fait évoluer. Et le son est meilleur déjà. Merci Olivier. Et en tout cas, merci à l'équipe. Hein. Oui. Stéphane et puis aux collègues. Hein. Ouais. Voilà. Et après, il y a un petit site internet, mais vous l'avez dans le mail. L'équipe se lance dans la digitalisation depuis 1 an et demi maintenant. Et donc, petit à petit, il y a des espaces numériques qui sont créés. Donc, voilà, on vous remercie. La prochaine à l'automne. À l'automne prochain. Et probablement une formation en ligne à l'automne prochain aussi. Voilà. Écoutez, on vous remercie. Merci à notre grand témoin Jean-Jacques. Puis les autres, je vous remercie, mais vous n'êtes pas des grands témoins. Merci Eric. Allez, merci à tous. Merci. Belle initiative. Allez, salut. Bonne nuit Eric. Merci. Au revoir. J'y vais. Bon, on éteint. Arrête d'enregistrement, peut-être. Salut Jocelyn. Salut Jocelyn.